Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. 30 minutes pour tout mettre à l'endroit, pour le droit, pour les règles juridiques, avec notre Laura Campisano qui aujourd'hui est mélangée entre sourire et énervement. Oui, en général, je souris même quand je suis énervée. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laura, comment vas-tu bien ? Ça va bien, bien. Heureusement, j'ai très bien dormi, puisque je n'ai pas eu de visite hier soir pour les auditeurs j'allais dire de TPMP, mais c'est pas ça. Pour les auditeurs de l'heure du kiff, puisque visiblement, on m'avait promis une visite du Gomagnin, et ben non, rassurez-vous. Il faut quand même qu'on creuse un peu ces liens qui existent entre Laura et Hugo Magnin. On fait attention avec le mot creuser pour une pénaliste, en règle générale, c'est très mauvais, ça finit par un coup de pelle, hein, donc on fait gaffe quand même. Alors. Écoutez, donc, sur ces bonnes paroles. Bonjour Hugo qui nous écoute. L'ambiance, oui, on salue Hugo, on le félicite encore pour son coup de com' la semaine dernière dans TPMP avec Cyril Hanouna. C'était vraiment génial pour toi et puis pour nous aussi. C'est vrai. Alors, Laura, aujourd'hui, nous allons parler de quoi dans ta chronique ? Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un sujet qui fait l'actualité. Le secret de l'enquête est-il aussi bien gardé que le secret de la recette des fricadelles ? Oui, ce qui fait l'actualité, c'est pas la fricadelle. Hein, Jean-Pierre, je te vois venir. C'est pas la fricadelle, c'est le secret de l'enquête. C'est quoi la fricadelle ? Je peux pas le dire, c'est un secret. D'accord. Ça, c'est interdit. On peut pas en parler. C'est comme le Fight Club. La règle numéro 1 du Fight Club, c'est on ne parle pas du Fight Club. Voilà. C'est un souvenir du temps où tu étais avocate au barreau de Lille. Tout à fait. J'étais avocate au barreau de Lille et ça m'énervait déjà quand j'étais avocate au barreau de Lille, cette histoire de secret de l'enquête et de l'instruction. Et donc, du coup, là, l'actualité étant brûlante en termes d'enquête et de garde à vue, vous n'avez pas pu y échapper. Eh bien, je me suis posé la question de savoir si vraiment ce secret était bien gardé. Eh bien, nous allons en savoir plus tout de suite, puisque, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, chers amis, ce n'est plus un secret pour personne. 2 people ont été placés en garde à vue entre samedi et aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a encore un qui est toujours actuellement gardé dans les locaux d'un commissariat de police parisien. Alors, pourquoi c'est pas un secret ? Parce que l'information de leur placement en garde à vue a été immédiatement, illico presto, plus vite que son ombre, relayé par l'AFP et bien sûr tous les autres médias, à commencer par Le Parisien. Ils sont allés franco. Alors pourquoi c'est excessivement énervant ? Eh bien surtout pourquoi c'est un problème. Bon, parce que personne ne divulguera jamais la recette des fricadelles, alors que là, il n'y a pas de problème, on va divulguer qui est en garde à vue, l'identité du gardé à vue, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a mangé, s'il est allé aux toilettes, s'il est revenu des toilettes. Tout ça ne devrait pas du tout être su du grand public puisque c'est protégé par un secret qui s'appelle le secret de l'enquête. D'aucuns l'appelleront le secret de Polichinelle et pourtant c'est un vrai secret prévu par le Code de procédure pénale et à ce secret, une seule personne peut déroger, une seule. Laquelle ? Le procureur de la République. Ah, celui qu'on appelle le parquet. C'est le parquet. C'est le seul qui peut parler d'une enquête en cours. C'est le seul qui est habilité à le faire. Et donc, à aucun moment, la presse ne peut se substituer. Et je suis journaliste, donc je peux en parler en long, en large, en travers. À aucun moment, la presse ne peut se substituer au procureur de la République. Alors ici, pourquoi, d'abord, on va commencer par le début, pourquoi le secret de l'enquête ? Bah oui, pourquoi ? À quoi ça sert ce truc ? Parce que sinon, visiblement, ça sert à rien. À quoi ça sert le secret de l'enquête ? Eh bien, le secret de l'enquête, il a été en fait institué par le législateur en 1957 et il est inscrit à l'article 11 du Code de procédure pénale parce que il protège à la fois la sérénité de l'enquête et la présomption d'innocence. Et alors là, dommage pour la présomption d'innocence, parce que petit ange parti trop tôt, plus personne ne parle de toi à l'heure actuelle, et pourtant, moi je salue ta mémoire. La présomption d'innocence, c'est très important pour vivre en démocratie. Parce que comme dirait à mon beau-fils dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, que tu as vu. Bien sûr. Que tu as vu. Pas de chargement, pas de pierre, pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc, je le fais en version droit. Pas de fuite, pas d'info à l'AFP. Pas d'infos, pas de violation du secret de l'enquête et pas non plus de violation de la présomption d'innocence. C'est quand même facile à retenir. C'est pas très compliqué. Oui, c'est vrai. Eh ben, tant pis. Certes, alors, les gens ont besoin d'être informés
course à l'information, le premier qui sort le scoop, le premier qui sort l'info. On connaît cette problématique en tant que journaliste, on la connaît bien, mais c'est pas pour autant que tout doit être bousculé sur les journaux, à la télé, à la radio. Et j'entendais encore en arrivant ici, effectivement, on entend un tel a été mis en garde à vue, il est poursuivi pour telle raison, il a été entendu dans le commissariat à tel endroit, il a dit ci, il a dit ça, il nie les faits, il y a qui d'autre en garde à vue et pourquoi, à quelle époque? Non, tout ça, non, c'est beaucoup trop tôt, les amis. Parce que là, on est au tout début, éventuellement, d'une enquête. Oui. Concernant à la fois le chanteur des années 80 à la banane ou l'acteur qui joue dans des comédies avec Christian Clavier. Le pauvre, laissez-le respirer 2 minutes, c'est quand même pas simple comme boulot. Donc, en tous les cas, ce que je veux dire, avant qu'on m'attaque, parce que très souvent on m'attaque par rapport aux victimes, eh ben, rassurez-vous, chers amis, qui avaient cette idée fixe en tête, le secret de l'enquête protège aussi les victimes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on a une victime qui est, on va dire, identifiée comme étant la personne avec qui un tel ou un tel a des relations habituelles et que c'est cette personne qui a déposé plainte, l'entourage de la personne qui est en garde à vue peut très bien s'en prendre à cette personne. Le fait de divulguer certaines informations, oui. Eh bien, en fait, ça met en danger la personne garde à vue, mais aussi la personne qui a déposé plainte. Je crois que le secret de l'instruction, c'est quand même une règle de bon sens. Alors, l'instruction, ça arrive après. Ça arrive maintenant, l'instruction. Et tu fais bien d'en parler, Jean-Pierre. L'instruction, ça arrive après. Ça arrive au moment où un juge d'instruction a été saisi. Là, il a été saisi. On est au courant de ce qu'a dit l'acteur en garde à vue. On est au courant de ce qu'il a dit pendant ses auditions. On est au courant donc qu'il nie les faits. On est au courant qu'un juge d'instruction a été saisi, qu'il est passé devant le JLD, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Mais tout ça, devrait... C'est quoi le JLD ? Le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention. En fait, c'est pas le juge d'instruction qui décide à présent. Hein, ça a changé. Donc, par la création du JLD, ce n'est plus le juge d'instruction. Ça date de quand Alors, je vais pas dire de bêtises. Il y a quelques années, là. Ça fait facilement une bonne quinzaine d'années, je pense, que le juge de la liberté et de détention a été instauré. Ouais. Avant que je sois avocat, déjà, ça existait. C'est-à-dire que c'est plus le juge d'instruction qui décide s'il te met en examen puis en prison. Il demande à un confrère, à lui, un de ses collègues, de statuer sur soit un contrôle judiciaire, soit une mise en détention. Mais c'est plus lui qui prend cette décision. Par contre, c'est lui qui décide s'il te sort ou s'il te sort pas. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est lui qui décide si il accepte ta demande de mise en liberté ou non. Donc, à l'heure actuelle, il y en a un des deux qui est mis en examen. D'accord ? Eh bien, cette mise en examen, maintenant, donc, cette histoire, maintenant, de l'acteur, on doit plus en parler du tout. On devait déjà pas en parler. Mais maintenant, on doit plus du tout en parler parce que c'est couvert par le secret de l'instruction. Tout à fait. Eh ben, je suis persuadée qu'on va savoir à quel moment il va être entendu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Cette personne va-t-elle pouvoir continuer à travailler ou non ? Parce que dans les journaux, on a aussi parlé de son travail, de là où il a été connu, de pourquoi la rétrospective est hallucinante. Je me permets une petite parenthèse, Jean-Pierre. Permets-toi. En 2011, il y a une affaire retentissante qui a eu lieu dans le Nord et en France entière, puisqu'il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui faisait partie du lot. Il s'appelait l'affaire du Carlton. L'affaire du Carlton de Lille n'a échappé à personne et a éclaboussé beaucoup de monde, notamment des notables à Lille, et notamment un de mes confrères. Et en fait, ce confrère était en garde à vue, donc on ne devait pas le savoir. Et je vous parle de quelque chose il y a 10 ans. Donc c'était déjà compliqué il y a 10 ans. Et alors aujourd'hui, n'en parlons pas, parce qu'aujourd'hui, un tweet, c'est réglé, t'as plus de vie en 30 secondes. Ouais. À l'époque, en 2011, notre confrère est très connu du barreau, il a un cabinet avec pignon sur rue, etc. Et déjà là, je m'étais plus qu'agacée de l'histoire, puisqu'on a vu des captures d'écran de policiers, d'enquêteurs sur ce dossier, qui avaient lâché son nom sur les réseaux. Et donc des réseaux, certes des groupes de policiers entre eux, mais qui avaient forcément fuité. Bien sûr. Donc en 30 secondes, le gars était en garde à vue. Il y avait des journalistes devant le palais de justice pendant son déferment, donc quand il est présenté au procureur de la République. Puis au moment de son passage devant le JLD, il y avait des journalistes partout. Il pouvait pas y avoir de journalistes partout si son nom n'était pas sorti. Et
cet avocat a dû changer le nom de son cabinet, il a forcément perdu un peu de clientèle, il a été traîné dans la boue, il y a eu des autres confrères qui ont dit il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ça, moi, ça m'a perturbé, mais au plus haut point, où déjà, il y a 10 ans, j'avais envie de monter une commission pour sauvegarder ce secret de l'enquête, en tout cas faire en sorte qu'il ne soit pas, qu'il continue pas à être piétiné de cette manière. Alors depuis, il s'en est remis, et bien sûr, 90% des gens de ce dossier, à part Dodo la Saumure, ont tous été relaxés de cette affaire, et heureusement, mais le mal est fait. Le lendemain de sa garde à vue, il y a eu une rétrospective au journal de France 3, avec la rétrospective de sa carrière, comme si sa carrière était finie. Fini, oui. Et là, c'est ce qui s'est passé dans les journaux avec l'acteur, dont on a retracé la carrière, et même les dates où il allait se présenter, etc., en public et tout. On ne sait même pas à l'heure actuelle si ce gars va pouvoir continuer à bosser. Tout à fait. On peut détruire une vie alors qu'il est présumé innocent. Alors qu'il est présumé innocent. On en est qu'au début de l'enquête. On ne sait pas si... Tout à fait. Si oui ou non, à la fin, c'est pas nous de le dire, c'est pas à nous, c'est pas aux auditeurs, c'est pas aux lecteurs, c'est pas aux tweetos, c'est pas non plus aux internautes de dire si oui ou non il est coupable. C'est au juge. C'est au juge. Et ça, c'est complexe. Ça, c'est très difficile. Donc, je vais continuer et dérouler à 11h11. Une belle heure miroir pour tout le monde. Alors, forcément, les règles du journalisme professionnel, dont je suis, c'est la bonne foi, la recherche d'informations utiles, des auditeurs et des lecteurs, des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie. Oui. Ça, c'est une base. Et donc, forcément, il y a ce petit livre rouge, bleu, rouge-bleu. Non, pas celui-là, l'autre. Tu sais, le très gros, là, le Dalloz. Ouais. Ou alors le Litec. Ou le Litec, exactement. Je sais que tu es connaisseur, je sais que tu aimes ça. Petit coquin, tu aimes le Litec, hein, je le sais. Et donc, non, j'aime mieux le Dalloz. Je me doute, personne n'aime le Litec. Il y a que moi qui ai acheté des Litec, juste pour être différente des autres. C'est pour me distinguer, comme on dit. Eh bien, je le disais tout à l'heure, ce petit livre interdit aux personnes qui concourent à la procédure et aux personnes qui sont liées par un secret professionnel de communiquer sur l'enquête. Alors pourquoi je fais le lien entre les deux ? Parce que si une personne qui concourt à cette enquête viole le secret de l'enquête et de l'instruction, eh bien, c'est le seul moyen pour le journaliste d'obtenir l'information. Oui. D'accord ? Alors que le journaliste est censé être de bonne foi. Et il protège ses sources, hein, bien sûr. Donc il ne va pas dire d'où ça vient. Mais il y a une problématique. Si personne n'est censé être au courant, que le procureur de la République n'a pas fait une conférence de presse pour parler des faits, comment le journaliste a pu avoir l'information ? C'est pas de la faute du journaliste au départ. Il y a bien quelque chose qui a fuité quelque part. Entre samedi soir et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans autour du commissariat du 1er arrondissement de Paris. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi ? On ne saura jamais. Secret des sources. Sauf que là, on a une vraie problématique et que même la CEDH, et ça je te le dirai après, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est très protectrice de la liberté d'expression et du droit d'informer, auquel je suis particulièrement attachée moi aussi, mais on peut tout à fait faire le boulot de journaliste sans faire ce genre de choses, c'est possible. Eh bien, je vais te dire après ce qu'a déclaré la Cour européenne des droits de l'homme, et pour l'instant, on a une petite pause musicale, il me semble. Ah bon, c'est maintenant là. Oui, ça passe vite, hein. Et tout de suite, écoute, nous allons écouter Jean-Jacques Goldman. Je marche seul. Oui, je pense que c'est pas mal, parce qu'à mon avis, les gars qui sont actuellement en garde à vue et dont on parle dans tous les journaux et partout, ils doivent se sentir bien seuls pour l'instant. On écoute et on revient dans quelques petites minutes avec Laura pour ces 30 minutes à l'endroit. À tout de suite. À tout de suite. Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Rebonjour tout le monde et merci de nous continuer à nous suivre sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Alors, je reviens sur notre sujet brûlant d'actualité, et donc là vous êtes trop contents d'avoir suivi ça, et vous n'aurez toujours pas le secret de la recette des fricadelles avant la fin de l'émission. C'est vrai. Moi je préfère vous le dire parce que c'est pas la peine d'attendre, et c'est pas la peine de réclamer non plus à Radio Grand Lac, ils vous la donneront pas, c'est interdit par le Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas le droit. Alors, je vous disais tout à l'heure que juste avant la pause, que la Cour européenne des droits de l'homme est pourtant favorable aux journalistes de manière générale. Mais elle a souligné dans une décision de justice qu'elle a rendue en 2007, qui s'appelait Stoll contre Suisse, les journalistes ne sauraient être en principe déliés par la protection de l'article 10
de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Donc c'est Et des libertés fondamentales. Et des libertés fondamentales. La fameuse- C'est le pendant de la liberté, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais au niveau européen. C'est ce qu'on appelle un peu en droit pénal la tarte à la crème, parce qu'en Tout à fait. tu peux la sortir tout le temps, celle-là. Bon voilà. Alors le problème, c'est que si tu la sors, par exemple, parce que tu es poursuivi pour recel de violation du secret de l'instruction, eh bien, tu peux bien sûr le sortir, mais la Cour européenne des droits de l'homme dit, ils ne sont pas déliés par la protection de cet article de leur devoir de respecter les lois pénales. La communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un OPJ à des journalistes est susceptible de constituer une violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que le parquet qui soit autorisé à le faire. Ça veut dire que tous les autres, ils n'y sont pas autorisés. Qui sont tous ces autres, tu vas me dire? Eh bien, l'avocat, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avocat est tenu au secret professionnel. S'il parle de ce qui se passe en garde à vue, il peut être radié. On rigole pas, nous, hein. Genre, c'est l'avocat, si jamais il dit à la famille ce qui se passe dans la garde à vue, lui, il encourt la radiation. Ça fait partie des règles de déontologie. De déontologie. Mais voilà. Donc pourquoi ce serait aussi grave concernant les avocats et bien moins grave pour les autres, parce que finalement tout le monde balance des informations qu'il a eues. Dépêche AFP concernant le chanteur des années 80 à la banane, c'est une dépêche AFP, je l'ai vu de mes yeux. Donc ça continue en fait à être alimenté jusqu'à ce qu'un jour il y ait une condamnation, et il y en a quelques-unes, hein. Il y en a quelques-unes, il y en a eu notamment en 2020, c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et le journaliste a finalement été condamné. Et donc du coup, le médecin qui voit le gardé à vue, lui aussi il est tenu au secret professionnel, le secret médical. Les proches en fait, les proches peuvent être prévenus par le gardé à vue si l'OPJ, l'officier de police judiciaire, en est d'accord, et si le procureur de la République lui-même en est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas automatique, c'est pas comme dans les films américains où t'as le droit à un coup de fil. Pour quelle raison? Pour pas que les indices, pour pas que les preuves puissent disparaître. Attention au sujet d'une preuve, j'ai lu quelque part, je sais plus dans quel article, concernant l'acteur et comédien et comique qui est sorti de garde à vue, qui a été mis en examen entre samedi et aujourd'hui, qu'il y avait une preuve à son domicile. Non mais... est-ce qu'on croit rêver une preuve qui a mis à mal sa négation des faits? Non mais où on va là? Ça y est, c'est police judiciaire sur les écrans. On a l'impression qu'on est en direct. Bientôt, c'est les gens qui vont faire eux-mêmes l'enquête. Alors, s'il est coupable, votez 1. S'il est innocent, votez 2. Et après, le mec, il va en prison selon les gens. C'est hallucinant. Alors oui, effectivement, c'est excessivement énervant. C'est excessivement énervant. Bien sûr, vous entendez à quel point... ce sujet me tiraille. Il me tiraille depuis 10 ans. Donc autant vous dire que ce matin, j'étais pas piqué des hannetons, comme on dit dans cette petite expression improbable. Alors oui, bien sûr, c'est une culture du buzz et c'est loin de la formation légitime des populations. Parce que finalement, avoir le contenu des auditions, plus ou moins, avoir les circonstances des faits avant la mise en examen, là, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Et donc, on a bien deux valeurs qui s'opposent, on va dire. Le secret de l'instruction et de l'enquête. Oui. Et de l'autre côté, la liberté d'informer. Mais j'ai envie de dire, c'est un faux débat, en fait. Parce que, en réalité, ça devrait pas s'opposer. Si tu fais ton boulot correctement et que t'attends, comme tout le monde, au lieu de faire le buzz et d'en parler avant tout le monde et de dévoiler des informations qui finalement, ça sert à quoi? Est-ce que maintenant que la population a entendu ça, il va se passer quoi? Eh ben, je vais vous dire ce qui va se passer. Il y en a un des deux qui pourra pas monter sur scène parce que son programmateur, il va annuler il y a une forte probabilité qu'il annule totalement sa tournée et qu'en plus, il se retrouve même banni du film qui devait sortir avec lui en personnage principal. Et puis l'autre, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui va écouter les chansons qu'il chantait dans les années 80. C'est quoi, en fait, l'objet? Parce qu'en plus, dans cette garde à vue numéro 2, celle qui m'occupe depuis ce matin, depuis hier soir déjà, il y a sa fille. La fille du chanteur est aussi en garde à vue. Pour soi-disant avoir cherché à dissimuler l'histoire. Les mères des deux victimes présumées sont également en garde à vue pour ne pas avoir dénoncé le crime. En même temps, c'est elles qui ont poussé leur fille à y aller, selon l'AFP. Enfin, je veux dire, on va quand même assez loin dans le degré d'information, et je trouve que c'est assez malsain. D'information ou de désinformation? Ou de désinformation. Alors je sais pas à quoi ça sert pour l'individu lambda d'entendre ce genre d'information, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça fait pas du bien non seulement à la présomption d'innocence, ça ne grandit pas
le métier de journaliste? Je ne pense pas, parce Absolument que pas, là, on bien n'est sûr. pas en train de faire de l'information, d'investigation sur un truc hyper intéressant où vous vous rendez pas compte, on vous cache la vérité. Enfin, moi, la vérité sur la vie personnelle et sur les faits éventuellement commis par l'un ou l'autre, dont je m'en fous complet. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas et je les aime pas particulièrement, mais je trouve simplement que le droit doit être respecté. Et ça me gêne. Parce que tout à chacun aujourd'hui peut être placé en garde à vue. D'accord ? Ça arrive tous les jours, hein, des gens qui sont placés en garde à vue tous les jours. Et ben tous les jours, les journaux ne parlent pas de la garde à vue de Tartampion et tonton Michel ou tonton André, tu vois. Et heureusement quelque part, parce que sinon on n'a pas fini. Si tous les jours, chaque personne, chaque minute, il y a un mec qui est placé en garde à vue, et là il fait la une de tous les journaux, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc faut raison garder, et c'est pas parce que c'est des gens connus qu'il faut outrepasser la loi, en fait. Donc que le journaliste communique, c'est bien son droit, c'est son métier. Que le public soit informé, c'est bien son droit aussi. Mais encore faut-il que ce soit intéressant et surtout utile. Et alors, je vous parle des sanctions, parce qu'il y a bien des sanctions qui sont prévues, c'est ça qui est rigolo. Des sanctions sont prévues. Elles existent. Mais les poursuites, bien sûr, sont rares. Alors, l'avocat, je vous l'ai dit, c'est une poursuite disciplinaire jusqu'à la radiation. Toute autre personne, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ça, c'est le maximal, d'accord ? C'est ce qui est prévu par le code pénal. Alors, le recel, c'est ça pour lequel on poursuit les journalistes, c'est le recel d'informations, puisque l'information provient d'une violation. Explique-nous un petit peu encore. Le recel, c'est quand tu as on se sert d'une chose volée. Alors voilà, c'est ça. C'est ça. L'information il y a une infraction au départ. En fait, il y a une infraction, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est la violation d'un secret. Tu t'as connaissance de cette violation du secret, et au lieu de te taire, tu l'utilises et tu le publies. Et ça pourrait être la violation. Ça peut être ça qui est poursuivi. C'est le recel d'informations, de violation d'informations judiciaires. C'est prévu par le code. Alors bien sûr, je vous disais tout à l'heure, il y a le secret des sources qui va rendre très difficile la recherche de la provenance du document ou de l'information qui provient de cette violation. Alors en général, on sait, mais on dit rien. Et c'est pour ça qu'on est autorisé à publier tout et n'importe quoi dans les moindres détails. Il y a pas de problème, il y a rien qui va mal. Alors. La CEDH a bien sûr dégagé de sa jurisprudence 6 critères pour apprécier le caractère excessif de l'atteinte portée à la liberté d'expression. Ça veut dire que les journalistes qui sont poursuivis vont dire oui, moi il y a atteinte à la liberté d'expression, et la Cour européenne des droits de l'homme, si ça arrive jusqu'à elle. Je rappelle que pour arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, il faut que tous les degrés de juridiction en France, tous les voies de recours soient épuisés. Donc t'es passé tribunal correctionnel. La Cour de cassation aussi. Ouais, on est passé au-dessus. Donc tribunal correctionnel, en général, c'est la 16e chambre de la Cour d'appel des appels correctionnels de Paris qui connaît ces affaires. Mais t'as tribunal correctionnel, ensuite t'as cour d'appel, ensuite t'as la chambre criminelle de la Cour de cassation, et derrière ça, tu arrives à la CEDH. Là, j'espère que t'as des économies parce que ça coûte un petit peu cher tout ça. Un recours devant la Cour de cassation, à l'époque, c'était 5 000 €. Ah oui, tout à fait, oui, c'est donc, ça. Donc, on s'accroche. Alors, il y a bien sûr un intérêt légitime d'informer et qui est supérieur au secret de l'enquête pour la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous l'ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme, elle défend les journalistes. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que le journaliste soit de bonne foi. Oui. Il faut que la manière dont il est entré en possession des informations soit également de bonne foi. Il faut que la teneur de l'article ne soit pas totalement à charge, qu'il contribue à un débat d'intérêt général et qu'il n'y ait pas une influence grave sur la conduite de la procédure pénale, ni une atteinte à la vie privée du prévenu. Et encore moins, il faut bien sûr qu'il y ait une proportionnalité de la sanction prononcée par l'État mis en cause. Alors, oui, tout à fait, on t'écoute. J'ai une question de monsieur Hugo M, qui est un auditeur fidèle de Chambéry. Qu'est-ce qu'il veut ? Qui dit, ne penses-tu pas que si la presse ne sortait pas les informations dont on parle, ne penses-tu pas que les gens le reprocheraient à la presse, justement, en disant que la presse protège certains people? Pas du tout. Parce qu'en fait, si tout le monde faisait son boulot et que c'était convenu par tous, il suffit de casser la chaîne, en fait. Il suffit de faire ton boulot au moment où l'affaire sort devant le tribunal. En fait, t'as pas besoin de raconter tout ce qui s'est passé avant. Si tu as faire ton boulot de chroniqueur judiciaire au palais de justice le jour où l'affaire sort devant le tribunal correctionnel, dans ces cas, tu fais ton taf. Mais tout ce qui se passe avant, ça ne concerne pas les gens, parce que c'est du juridique, du judiciaire pur, et ça, les gens ne doivent pas le connaître. Mais comme il y a une dérive depuis une quinzaine d'années, et que tout le monde en parle, on va partir du principe qu'on cache des choses si on les dit pas. Mais il y a des lois, il y a des règles, et les journalistes ne sont pas au-dessus des règles.
Et quid des représentants des forces de l'ordre qui parfois peuvent dévoiler et vendre parfois, mais attends, qui est parfois, c'est sûr, aux journalistes. Mais c'est certain. Et moi, je n'ai rien contre les forces de l'ordre, puisque c'est des gens qui travaillent énormément, qui bossent du matin au soir, qui passent des nuits blanches à interroger des gens. Simplement, ça provient souvent des commissariats. Maintenant, c'est une réalité. Les scoops, ils viennent pas de nulle part, quoi. Ils viennent bien de quelque part. Alors, ou vous avez des taupes dans vos commissariats, ou c'est des gens bien informés qui dorment au commissariat. C'est pas possible. Ou alors vous êtes sous écoute, les gars, mais il y a un truc qui va pas. Parce que ça provient de là. Le gars qui téléphone à sa famille pour dire qu'il est en garde à vue, il a juste le droit de leur dire je suis en garde à vue. Il a même pas, il va pas leur raconter pourquoi il est là, etc. Sinon, sa famille peut très bien aller cacher les preuves. Faut aussi revenir alors à la raison. Donc, je termine quand même sur le sujet parce qu'en 2018, il y a 2 députés, Xavier Breton et Didier Paris, qui ont été chargés par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'une mission d'information par rapport à ce secret de l'enquête et de l'instruction. Et le rapport a été examiné en décembre 2019 avec 18 recommandations, dont celle de conserver le secret de l'enquête et de l'instruction. Ce serait juste bien que la justice, en fait, ait le temps de faire son boulot. Parce que je rappelle quand même que, en fait, le temps de la justice n'est pas le temps de l'information. L'information, en tout cas, le buzz, c'est l'information d'instantanéité sur maintenant, faut le dire tout de suite parce que c'est nous les premiers, alors que, en réalité, pour la sérénité des débats, il ne devrait pas y avoir de publicité. Tout à fait. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, en détention provisoire, parce que ils veulent garder la sérénité du débat et mettre fin aux troubles à l'ordre public. Et puis pour le commun des mortels, déjà quand vous êtes mis en garde à vue ou mis en examen, vous êtes coupable. Non. Parce qu'en fait, moi j'ai déjà entendu des gens qui ils parlent de quelqu'un qui a été placé en garde à vue, qui disent il a été en prison. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et surtout, on oublie ce principe fondamental. Oui, la liberté d'informer, mais oui, la présomption d'innocence. On est tous présumés innocents jusqu'à ce qu'un tribunal nous ait reconnu coupable en dernière instance. C'est-à-dire que même pendant ton procès, t'es présumé innocent. Et là, en plus, pour le moment, on n'a pas la preuve qu'il soit coupable. On veut dire par là que tu es condamné en première instance, tu fais appel ou tu te pourvois ensuite en cassation. Bien sûr. Et tu es toujours présumé innocent. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de relever, je l'ai déjà dit, mais la détention provisoire, par exemple, est décidée et demandée par le procureur de la République à la suite d'une mise en examen, comme là ça a été le cas pour l'acteur dont on parle. Il peut très bien dire je préfère qu'il soit en détention provisoire pour éviter la déperdition des preuves, pour éviter le risque de pression sur la victime, etc. Ben ça, c'est une réalité. Il y a des gens, moi je l'ai vécu en tant qu'avocat, d'une personne qui a été placée en garde à vue, placée en détention provisoire, et pendant qu'il était en garde à vue, c'est sorti dans la presse. C'était un kidam, un mec, on s'en foutait complet. Sa femme, elle a appris ce qu'il avait fait dans la presse, et les voisins, très gentiment motivés, sont venus avec des battes de baseball chez cette dame, en fait. Donc oui, à un moment, il faut protéger tout le monde. Les victimes, tout comme les mises en cause et les mises en garde à vue et les mises en examen, parce qu'en fait, jusqu'à ce que la justice soit faite, tweeter est plus dangereux encore que d'assister à un procès, quoi. C'est dangereux parce que ça va tellement vite. Des vies peuvent être brisées, je pense. Et heureusement, il s'en est relevé à Ibrahim Malouf, le trompettiste, qui avait été accusé d'agression sur une mineure et qui finalement a été blanchi par la justice. Tous les journaux ont parlé des poursuites, mais aucun journal n'a relayé le non-lieu. Et je trouve que c'est pas très honnête. Donc voilà. Voilà pourquoi je voulais absolument parler de ce sujet aujourd'hui. Alors il y a actuellement mon associé qui écoute l'émission avec les stagiaires, le fameux Jérôme Bois, que l'on salue, notre ami Jérôme. Voilà, il nous écoute avec nos stagiaires à l'association L'Hélice à Chambéry, puisqu'on est en train de faire un projet avec eux, et du coup ils nous écoutent actuellement. Alors on est très content de le savoir. Et j'ai terminé. Je vous les remercie tous de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous saurez maintenant que partager des articles de ce genre, ça n'a pas peu de conséquences. Ça en a au contraire. Ça en a beaucoup. Et ça peut en avoir beaucoup et des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Et surtout, les victimes peuvent très bien être dans des états de stress, voir cette affaire tous les jours dans les journaux. Je pense qu'il faut aussi penser à tout le monde et que les victimes en font partie.
Merci, cher maître. Merci Laura beaucoup. pour cette chronique toujours de grand talent. Merci. Je vois qu'on est en train de se mettre en place. Et oui, on se met en place parce que là, on a débordé. Studio, puisque à midi 5, donc juste après le Flash Info, c'est The émission of the semaine. C'est Demander le programme avec ma complice et amie Sandra et puis Christine. Donc on va faire un peu le point sur toute la saison culturelle, sur tous les événements qui approche. Donc, toi, au moins quelque chose de réjouissant. Je crois qu'on est en train de nous mettre allègrement. Allez, oui. Je pense qu'on va dégager. Et puis ensuite, ce soir à 18h, on aura le plaisir de recevoir les responsables du festival du cinéma rural de La Biole. Magnifique. Ils viendront là, donc c'est la 37e édition, un événement incontournable sur notre territoire. C'est à 18h. Ce soir, puis à 19h30, bien sûr, le rendez-vous que tout le monde attend. Non, pas Hugo Mania. Non, j'allais dire Damien. Tout à fait. Oui. Mais bien sûr, Damien et Aurélie bien sûr. Pour Sporter. C'est eux les incontournables, bien sûr. On salue encore Hugo pour ses questions pertinentes et son écoute. Notre ami Jérôme Bois. Salue tout le monde, tous les auditeurs, et bien sûr, jusqu'à 18h ce soir, après le monde du programme, il y a la playlist musicale. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.